Alors maintenant, on a parlé de la psychoéducation, j'ai passé juste devant, j'espère que je n'ai pas gêné les gens puisque je suis obligé d'être devant l'ordinateur. La notion de psychoéducation des familles. C'est un terme, psychoéducation, qui apparaît dans les années 50. C'est contemporain de la notion aussi d'éducation thérapeutique. On voit que l'éducation thérapeutique, on en parle, alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup par rapport aux enfants dans les années 50. Les premières publications scientifiques, on parle d'éducation thérapeutique par rapport à des enfants qui ont des maladies somatiques, on parle de psychoéducation qui intervient par rapport à des enfants qui ont des problèmes de comportement ou de troubles cognitifs. Mais en gros, c'est à peu près la même chose. C'est plutôt, et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, il y aura dans une revue française de psychiatrie qui s'appelle L'Encéphale, tout un article de synthèse qui va apparaître dans les prochains mois là-dessus, donc comme ça vous pourrez avoir des références. Alors la psychoéducation qui va être appliquée aux familles, d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'il faudrait intervenir auprès des familles et puis comment intervenir. Pourquoi intervenir auprès des familles? Parce qu'en psychiatrie, c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi d'emblée. On sait que les familles sont fortement impactées en cas de schizophrénie, impactées pour plusieurs raisons. Avoir un enfant malade, c'est des projets de vie qui sont modifiés. Tout ce qu'on avait projeté par rapport à son enfant, son avenir, ce qu'il allait faire. C'est une souffrance des familles par rapport à leur proche qui est malade. On voudrait l'aider, on voit qu'il ne va pas bien. C'est une souffrance aussi par rapport au comportement du malade. Le malade, dans un certain nombre de cas, des comportements qui vont extrêmement gêner le fonctionnement de la famille. Qui n'ose plus partir en vacances, qui n'ose plus inviter des amis, parce que peur qu'il se passe quelque chose à la maison à ce moment-là. Et ça a des conséquences à la fois psychologiques et somatiques, c'est-à-dire au niveau corporel, au niveau de la santé physique, dans les familles. Alors, c'est pas propre à la schizophrénie. C'est une étude que j'ai bien présentée, c'est une étude qui a été faite en Ontario sur des familles qui avaient un proche qui avait un enfant qui avait une infirmité motrice cérébrale. Là, on n'est pas dans la psychiatrie, un proche qui a un handicap, infirmité motrice cérébrale. Ils ont comparé l'état de santé des familles par rapport à des personnes, des familles qui n'avaient pas d'enfants ayant une infirmité motrice cérébrale et des familles à peu près de même âge, de même niveau de revenu, de même catégorie sociale. Ils ont fait une grosse étude. Donc 468 parents d'enfants avec une infirmité motrice cérébrale, et puis ils ont fait, pour avoir une moyenne, 7000 parents, pour avoir des éléments de comparaison, qui n'avaient pas d'enfants comme ça. Ce qu'ils ont vu, c'est que quand on a un enfant qui a une infirmité motrice cérébrale, les familles, ça impacte leur niveau de vie. Elles ont moins de revenus. Pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant handicapé, bien, vous êtes des fois obligé d'avoir un temps partiel, ou même si vous travaillez à plein temps, vous ne pouvez pas profiter de toutes les opportunités de carrière. Des fois, on vous propose des stages que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes coincé à la maison. Donc, ça a des répercussions en termes de revenus pour les familles. Les revenus étaient inférieurs en moyenne quand les parents avaient un enfant qui a un tel handicap. Plus de détresse psychologique chez les parents, c'est 25% des parents qui avaient un état de détresse psychologique, alors que c'était 13% dans les parents contrôle de la population générale. Plus souvent des troubles cognitifs. C'est quoi les troubles cognitifs? Des parents qui avaient des problèmes de concentration, de mémoire. C'est normal, on sait que quand on est stressé chroniquement, on est moins performant. Et là, c'était constaté. 39% des parents qui avaient un enfant handicapé avaient des troubles cognitifs dans des tests, contre 14% dans la population générale contrôlée. Plus souvent des problèmes de santé, par exemple la migraine. Il y avait 24% de migraines dans des parents d'enfants handicapés, 11%, c'est 2 fois plus de migraines. Il y avait 4 fois plus d'ulcères gastro-duodénaux. Il y avait 2 fois plus d'asthme. Il y avait plus de 2 fois plus de problèmes de pathologie articulaire. En gros, il y avait que 24% des parents ayant un enfant qui avait une infirmité motrice cérébrale qui disaient qu'il était en très bonne ou excellente santé. Alors que c'était 55% dans la population contrôle. C'est-à-dire le fait d'avoir un enfant handicapé, pour quelque chose qui n'était pas de la psychiatrie, ça avait un impact sur la santé physique des parents. Si on regarde maintenant dans le cas de la schizophrénie,
Alors, il n'y avait pas eu beaucoup d'études, mais ça, c'était une étude ancienne, de 1974, qui montrait que c'était 19% des familles qui disaient qu'elles étaient en très bonne santé. À peu près le même taux, autour de 20%. Alors, si on regarde, nous, des groupes qu'on avait pris à Roufac, on a questionné la famille sur leur état de santé. C'était 3 groupes, ces groupes pro-famille dont je vais vous parler, ces groupes psychoéducatifs. Et on les avait interrogés sur leur état de santé, sur leurs douleurs. Est-ce que vous avez des douleurs, par exemple des douleurs de dos, des douleurs articulaires, mal à la tête, de façon régulière, et à quel degré d'intensité sur une échelle de 0 à 10? Eh bien, ce qu'on voit dans l'échelle, là, c'est donc le 10, enfin, vous avez jusqu'à 9, la 9 c'est très rouge, et puis plus c'est blanc, moins c'est fort, c'est 0 à gauche. On voit que 60% des participants déclarent un degré de douleur chronique au-dessus de 5, donc entre 5 et 10 sur une échelle de 0 à 10. 60% des participants. Donc quand on dit que les familles souffrent, c'est pas juste une vue de l'esprit. Beaucoup ont des problèmes de douleur. Or, le taux de douleur chronique dans la population générale, c'est plutôt aux alentours de 13-16%. Alors on se dit, oui, mais quand on prend de l'âge, on a tendance à avoir plus de douleur. C'est connu. Alors on sait que les parents, forcément, puisque la schizophrénie ça arrive tard, les parents, souvent, vont avoir des parents plutôt âgés dans les groupes. Alors on se dit, maintenant, prenons les parents plus jeunes, moins de 65 ans. Eh bien, c'est la même chose. Donc on voit que ce n'est pas qu'un effet de l'âge. Hein, ça veut dire que le fait d'avoir un enfant schizophrène a des effets impactants sur la santé physique des familles. Et quand on regarde leur état de santé, ceux qui disent que leur état de santé était très bon, c'était 4,7%, alors la moitié disent quand même que c'est à peu près bon. Et quand on regardait donc, sur 32 participants, il y en avait 41% qui s'étaient fait hospitaliser, eux, les parents, qui s'étaient fait hospitaliser, ça faisait 77 jours d'hospitalisation. Alors ça représente quoi, ça? Ben, si on regarde sur 32 participants, si je compare en âge par rapport aux moyennes, parce qu'ils ont tout l'âge, c'est ce qu'on aurait dû avoir d'après l'âge. C'est sûr, plus on est âgé, plus on peut avoir des problèmes de santé. Mais on a regardé par rapport au pourcentage de personnes qui ont un problème de santé à chaque tranche d'âge. On a regardé pour chaque tranche d'âge des participants et la moyenne. 47% avaient une maladie chronique. Ça aurait dû être 40% pour l'âge. 50% disent que leur état de santé est bon ou très bon. Ça aurait dû être, par rapport à leur âge, le taux, ça aurait dû être 64%. En fin de compte, le taux qu'on observait, c'était l'équivalent d'une population 10 ans plus vieille. C'est comme si le fait d'avoir un enfant qui souffre de schizophrénie avait fait vieillir prématurément de 10 ans, au lieu d'état de santé des parents. En termes d'hospitalisation, il avait 67 jours, c'était 2,2 fois plus qu'une population de même âge. En termes d'arrêt de travail, les 32 participants cumulaient 1174 jours d'arrêt de travail, c'est-à-dire 56 jours par participant actif, hein, et ce qui représente à peu près un surcoût pour le système de soins du fait d'avoir un enfant malade. Le surcoût par rapport à des personnes de même âge qui n'auraient pas d'enfant malade, pour les parents, c'est un surcoût. Enfin, les systèmes d'assurance maladie ont payé près de 3 millions d'euros. Si je ramène ça à la population alsacienne, d'après le nombre de familles concernées, ça veut dire que le système paie 3 millions d'euros de plus en Alsace par an du fait du surcoût de santé des familles. C'est-à-dire que le fait que les familles soient malades en plus, ça prend un surcoût pour la société. Alors là, je parle de la santé physique. Maintenant, parlons de la santé somatique, de la santé psychologique des familles. C'était une étude ancienne qui montrait que chez des membres d'une association américaine, donc quand les gens sont membres d'une association, et qui ont d'une AFAM, par exemple, les gens vont mieux. D'abord, ils sont moins coupables, parce qu'on voit d'autres qui sont là. Et malgré ça, bien qu'ils soient membres d'une association, on voit qu'il y a quand même près de 20% de ces parents qui sentent quand même encore coupables. 20%. Mais on regarde que tout ce qui est anxiété, frustration, tout ce qui est autour de la dépression et de l'anxiété, c'est de l'ordre de 50 à 60% qui est encore présent, malgré le fait d'être membre d'une association et d'être soutenu dans l'association. Donc on voit qu'il y a un impact psychologique qui reste fort. Alors nous, c'était une étude qu'on avait faite à Roufac pour une étude qui n'était pas par rapport à nos groupes. On avait demandé à des familles de malades de participer à l'étude pour l'imagerie cérébrale et de remplir un questionnaire de détection de la dépression. Et le questionnaire, on est suspect de dépression là au-dessus de 10, et j'avais quand même plus d'un bon tiers des gens qui étaient tous membres d'associations de familles qui restaient avec des scores de dépression, de suspicion de dépression. Et nous, on va dans nos groupes qui font pro-famille d'ailleurs. Ça, c'était avant pro-famille.
on faisait remplir une échelle qui permet de détecter les taux de dépression dans la population générale. On avait 52% de gens qui arrivaient à un score dans l'échelle qui disait qu'une dépression probable, 12% de dépression suspecte, et seulement 36% avaient considéré comme une humeur normale dans les familles qui venaient dans nos groupes. Donc on voit que des familles qui venaient, beaucoup, pas toutes, mais enfin quand même, il y en avait 36%, on pouvait dire qu'elles n'étaient pas atteintes dans leur humeur, dans leur morale, au sens psychiatrique du terme. Alors ça, c'est important, pourquoi? Parce que quand vous êtes atteint, quand les gens sont psychologiquement impactés en termes émotionnels, ils ont ce qu'on appelle un haut niveau d'émotion exprimée. Un haut niveau d'émotion exprimée, c'est quand on n'est pas bien, qu'on est épuisé, qu'on est stressé, on transmet ça. On dit des fois, quand on n'est pas bien, on a beau le cacher, les gens qui ont un animal domestique à la maison, on dit, ben, mon animal, il sent quand je suis mal. Hein, j'ai beau, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il ne comprend pas, mais il le sent. Ben oui, parce que sans s'en rendre compte par la vitesse des mouvements, par ce qu'on transmet dans le visage, on transmet nos émotions. L'animal, il ressent, et le malade le ressent aussi, même si on le cache. Et ce niveau d'émotion exprimée, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que c'est un facteur prédictif de rechute. C'est-à-dire, plus on est tendu et mal, plus le malade reçoit ça, plus le malade a tendance à rechuter. Il a été montré d'ailleurs que après les deux facteurs les plus prédictifs d'une rechute, c'est quand le malade arrête le traitement, il y a un taux de rechute élevé. Mais après l'arrêt du traitement, le deuxième facteur de prédictif de rechute, c'est le haut niveau d'émotion exprimée des familles. C'est-à-dire que les familles très épuisées et stressées transmettent à leur insu ça au malade, et ça contribue au taux de rechute. Donc il y a tout intérêt à aider les familles à être bien, parce que si on ne les aide pas à être bien, c'est un facteur qui va se retourner aussi sur le malade. Vous voyez que Et donc, la conclusion de ce premier élément, c'est que les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie, elles souffrent, donc on a vu, cette souffrance a des conséquences néfastes pour la famille elle-même en termes de leur santé physique, de leur santé psychologique, mais que ça a aussi des conséquences sur le malade, parce que cette souffrance qui les épuise fait que du coup, elle transmet des émotions négatives au malade qui va favoriser la rechute du malade. Ce qui fait que, si on ne prend pas en charge les familles pour essayer de les aider à faire quelque chose, et ça c'est pour ça que moi je milite pour qu'on fasse chose pour aider les familles, ben c'est une perte de chance pour le malade, ça aggrave les coûts de santé parce que la famille est moins capable d'aider, donc si la famille n'est pas capable d'aider, qui est-ce qui va devoir tout faire? Le système de santé. Et souvent c'est beaucoup plus cher, quand vous y réfléchissez, parce que les familles, elles sont souvent disponibles facilement. Le système de santé, s'il doit être aussi disponible que les familles, faites le coût du travail effectué par les familles. Les week-ends, les soirées. Demandez à des services de santé d'intervenir les week-ends, les soirées, faites la facture. Donc quand les familles ne sont plus là, on sait que ça coûte beaucoup plus cher. Donc on a intérêt à ce que les familles restent là et en forme. Et deuxièmement, on va augmenter le taux de hospitalisation des malades. Quand les familles ne sont pas là, pour les soutenir, les malades sont plus hospitalisés, ils ont moins de chances d'autonomie. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt pour la médecine. Et ça, c'est le message que j'envoie régulièrement à mes confrères. C'est l'intérêt du malade et l'intérêt de la santé publique d'aider les familles. Parce que sinon, c'est mauvais. Si la famille n'est pas aidée, ça a des conséquences pour le malade et ça a des conséquences pour le coût et le budget de la santé. Donc c'est rentable d'aider les familles.